Je m'appelle Maxime Bourgois-Collin, je suis psychologue du travail de formation et je suis consultant formateur au sein du cabinet Handy Expert. Handy Expert, du coup, c'est un cabinet de conseil et de formation qui est situé à Marcq-en-Barœul, qui est spécialisé autour de la question de la santé au travail. On parle santé au travail de manière générale. Historiquement, du coup, il y a plus de 10 ans de ça, on était très spécialisé sur la partie handicap et au fur et à mesure, on s'est ouvert sur d'autres champs, d'autres disciplines qui se sont ajoutées par ordre d'importance, du coup, avec les risques psychosociaux et aujourd'hui avec la qualité de vie au travail. Voilà. Notre équipe est d'une dizaine de consultants et respecte en tout cas notre approche pluridisciplinaire. Donc, on va avoir des ergonomes, des psychologues du travail, des psychologues cliniciens, des spécialistes RH, etc. Voilà, qui nous permet d'enrichir, en tout cas d'apporter de la richesse en regard sur différentes situations. Aujourd'hui, ce que je vous propose, du coup, c'est de passer quelques minutes autour de plusieurs axes importants sur cette sensibilisation, revenir un petit peu sur le handicap, qu'est-ce que c'est, la définition, c'est quoi les différentes familles en fait de handicap. Quels sont les stéréotypes parfois qui sont aussi affiliés aux situations de handicap? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes de bonnes pratiques et aussi de vous laisser avec une visibilité sur les différents acteurs, leur rôle, leur mission, les procédures, les outils, les démarches, un petit peu, essayer de défricher toute cette partie autour de l'écosystème du handicap et du handicap au travail particulièrement. Cette dernière loi handicap, du coup, elle est issue du 11 février du coup, 2005. Cette loi, elle a vraiment rebattu les cartes du handicap. D'accord. On a modifié la définition, on a modifié les procédures, les acteurs, leur mission, leur rôle, etc. On passe fondamentalement d'une vision un peu mécaniste du handicap, autour duquel, qu'on appelait aussi à l'époque la cotorep, autour duquel on était très centré autour du cas médical de la personne, à ce qu'on va appeler en post-2005 le handicap situationnel. À savoir, pour le handicap situationnel, c'est-à-dire qu'on va forcément apprécier une situation de handicap au travers d'une situation particulière. Et donc, du coup, ça va être au travers de cette situation que l'on va constater si oui ou non il y a situation de handicap. C'est clair ça, Eric? Oui. Ok. Du coup, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'une personne, on va du coup abandonner, on va essayer d'abandonner au moins dans le vocabulaire la personne handicapée au profit de la situation de handicap, d'accord? Puisque la personne peut être en situation de handicap dans une situation A et ne pas l'être dans une situation B, ok? Donc on fait un distinguo réel entre la situation de santé et la situation de handicap de la personne. Pour faire simple, on va considérer fondamentalement une déficience, un pépin de santé, une déficience biologique ou physio-biologique qui va créer fondamentalement une incapacité dans un environnement particulier, dans une situation particulière. Et cette incapacité dans cet environnement va créer ce qu'on va appeler un désavantage en fait. Et ce désavantage, c'est ce qui va caractériser une situation de handicap. D'accord? Donc, pour faire simple, si j'essaie de donner un exemple, l'exemple qui est beaucoup utilisé, c'est l'exemple du petit boulanger qui fait mon boulanger qui fait du pain depuis 30 ans. Du jour au lendemain, il déclenche une allergie à la farine. Je ne sais pas si vous-même vous êtes déjà passé dans l'arrière-boutique de votre boulangerie, mais il y a de la farine à peu près partout. On comprend bien qu'avec sa situation d'allergie, s'il reste au contact de la farine, il est concrètement en situation de handicap. D'accord? Donc, on peut aller chercher une reconnaissance, on peut mettre en place des moyens de compensation du handicap, d'essayer de neutraliser ce désavantage, d'accord? De neutraliser cette situation de handicap. Et donc, on peut imaginer une hôte qui est aspirante, d'ajouter des EPI, de proposer
peut-être même en termes d'organisation des pauses plus régulières, etc., etc. Ou on peut aussi l'accompagner à se réorienter, à changer d'avenir professionnel. Et s'il vient travailler demain à l'INF, par exemple, il ne sera plus du coup considéré comme étant en situation de handicap. Donc, si on essaie de prendre un peu de hauteur, il y a un large distinguo entre l'avant 2005, où on est plutôt avec le système Cotorep centré cas médical, sur lequel on va essayer de jauger, donc la Cotorep va jauger en fait l'atteinte du handicap sur la santé de la personne et la qualifier avec des lettres qui correspondaient à un état modéré, une atteinte forte, une atteinte moyenne, à un système sur lequel justement on va d'abord chercher à comprendre l'incapacité, où est-ce qu'elle se trouve dans cette situation. Cette incapacité-là va être caractéristique de la situation de handicap. Voilà. Du coup, par exemple, si on reprend mon petit exemple, dans cette situation, ce qui pose souci, c'est pas particulièrement le fauteuil, avec cette nouvelle définition. On va considérer du coup que c'est Eric. Peut-être les escaliers. Hein, les escaliers, ouais, peut-être les marches qui sont. C'est ça. Le problème est comment on va réussir à le compenser, en fait. C'est ça. Alors la compensation, justement. On va mettre tout au rez-de-chaussée. C'est ça. Alors, on va parler accessibilité après. Du coup, effectivement, donc cette compensation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, on a modifié, vous avez compris, la définition du handicap avec une définition de handicap maintenant qui est considérée comme situationnelle. On va parler de situation de handicap. Okay. Et on a mis au regard de ça aussi la définition de la compensation, qui est l'obligation pour les entreprises d'essayer de compenser, de neutraliser le désavantage créé par la situation de handicap. Donc, si on essaye de regarder un petit peu, avant, fondamentalement, pour le système Cotorep, je pouvais avoir fondamentalement un listing presque des choses qui étaient reconnues, qui pouvaient permettre d'être reconnus travailleurs handicapés. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il n'y a pas mieux placé que la personne pour savoir si elle-même, elle est en désavantage dans sa situation avec son pépin de santé. Il y a combien de personnes qui vont passer par une situation de handicap au cours de leur vie, pour toi? Alors, des personnes en situation de handicap, je ne sais pas, 20%, 25% peut-être? Non, c'est le double. C'est le double. Une sur deux, ouais. Quasiment une personne sur deux va passer au travers d'une situation de handicap. Donc, à l'instar de la définition et de l'exemple que je vous ai donné, ça ne va pas forcément être une situation qui va durer. D'accord? Vous avez compris aussi que la vision du handicap a totalement été bousculée par cette nouvelle définition. Donc, on va avoir une personne sur deux qui va passer par une situation de handicap au cours de sa vie. Et est-ce que, du coup, Eric, deuxième chance, est-ce qu'on est NAI, accent circonflexe plutôt en situation de handicap, ou est-ce qu'on le devient? Est-ce que c'est plutôt ça se déclencherait plutôt entre 0 et 15 ans, ou plutôt entre 15 et 80 et on aurait tendance à dire que c'est plutôt au cours de la vie qu'on le devient. Tout à fait. Donc ça, une des grandes institutions du handicap, qui est l'AGFIP, on va revenir sur son rôle et ce qu'elle fait après, mais elle produit aussi beaucoup d'études sur le handicap. Et c'est elle qui nous dit qu'effectivement, on va avoir une personne sur deux qui va passer par une situation de handicap, d'accord, temporaire ou permanente au cours de sa vie, et que à 85%, ça va arriver au cours de sa vie, à savoir autour de 3 facteurs, hein, d'accord, que sont la maladie, les accidents et le vieillissement. Alors pourquoi on prend cette limite de 0-15 ans? On prend cette limite principalement parce que le 15 ans, ça correspond à peu près à l'adolescence et on peut avoir les prémices de pathologies psychiques, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on choisit. Ok. Et pour toi, du coup, on estime à peu près en France à 12 millions de personnes, Eric, 12 millions de personnes en situation de handicap. Et si on avait ces 12 millions de personnes devant nous, est-ce qu'on serait plutôt capable de déceler qu'elles sont en situation de handicap au cours de leur vie ou pas du tout? Est-ce que c'est plutôt visible ou plutôt invisible? Si tu me dis qu'il y a 12 millions de personnes dans cette situation-là, j'aurais tendance à penser que je ne les vois pas toutes. Ouais, c'est vrai. Ouais, tout à fait. C'est 80% en fait. Hein. Il y a 80% de handicap invisible.
Donc, dans la majeure partie, on ne peut pas présumer d'une situation de handicap juste lorsqu'on voit la personne. Alice semble avoir régulièrement des pannes de réveil. Bon, ça va? Ça va. Vous seriez sans doute moins tatillon si vous avez compris qu'elle doit régulièrement suivre un traitement pour soigner son hémophilie. Ou si son handicap n'était pas invisible. Antoine vous snobe souvent dans les couloirs. Vous parlez sans doute moins vexé, mais vous avez compris qu'il est atteint de rétinite pigmentaire. Salut, ça va? Ça va et toi? Bonne journée? Bonne journée? Ou si son handicap n'était pas invisible. Ça va? Oui, c'est. Voilà. Violette ne range pas toujours ses affaires dans son bureau. Vous seriez sans doute moins agacé. Vous avez compris qu'elle souffre d'hernie discale depuis 10 ans. Ou si son handicap n'était pas invisible. Merci, hein. C'est remarquable, le résultat est superbe. Hein. L'équipe ici s'est réunie ce matin, tout le monde est d'accord? Jean-Pierre attire un peu trop l'attention lorsqu'il téléphone. J'étais dans la partie auparavant, c'est magnifique. Et puis, le cahier des charges a été respecté. Et nous, ce qu'on fait. Vous seriez sans doute plus compréhensif. Vous avez compris que sa presbyacousie précoce lui fait perdre la moitié de son audition. Ou si son handicap n'était pas invisible. Sans conseiller, Eric. Ce que l'on voit, c'est qu'on ne se doute pas de la situation de la personne. Et puis moi, ce que je vois surtout, c'est que ça crée du conflit dans l'entreprise et de la mauvaise compréhension entre les collègues qui sont eux-mêmes ou pas en situation de handicap. En tout cas, il y a une incompréhension et ça crée du stress en entreprise et ça ne favorise pas la bonne collaboration. Oui, le dialogue, tout à fait, ouais. Oui, tout à fait. Alors, il y a un petit biais cognitif aussi qu'il y a derrière, on pourrait parler de ça aussi, qui s'appelle l'attribution causale, qui est donc, du coup, un mécanisme automatique de notre cerveau de recevoir les choses qui sont perçues comme étant négatives, sont d'office, en tout cas, inscrites comme étant quelque chose de volontaire de l'extérieur. Hein, d'accord. L'exemple typique, c'est j'ai réussi mon examen parce que j'ai bien révisé, je l'ai loupé parce que l'examinateur a été très dur avec moi. Donc là, on voit bien que oui, plutôt que d'avoir ce filtre, en tout cas de lecture, en se disant peut-être que la personne ne m'a pas vu, la personne est tout de suite dans « Ah, dis donc, il me snob aujourd'hui, il me dit pas bonjour, etc. » Voilà. Ok. Alors, ce que je te propose, Eric, c'est de retrouver avec moi les différentes familles de handicap. Alors, elles commencent toutes, c'est facile, par déficience. Presque. D'accord, donc une déficience auditive. Alors. Déficience auditive, tout à fait. Donc là, on a besoin d'un spécialiste pour nous aider à qualifier l'atteinte, hein, d'accord, qui peut être légère, modérée ou forte. D'accord. Déficience visuelle. Visuelle. Donc là, la définition, fondamentalement, c'est tout ce qui ne va pas être, tout ce qu'on ne va pas réussir à corriger par des lunettes ou par des lentilles. Ouais. Le 3, je vous propose de laisser de côté pour l'instant. Ah. Ouais. La 4, ça te fait penser à quoi? Alors moi, je verrais deux visages dedans, donc quelqu'un qui aurait une petite voix. Ouais. Ah, une petite voix? Ok. Ouais, c'est deux personnes qui parlent. C'est
la déficience intellectuelle. On va mettre dedans toutes les pathologies, pour faire large, qui vont avoir des afférences sur le quotient intellectuel. Donc on va mettre notamment, par exemple, la trisomie 21. D'accord. Donc je dis afférence parce que c'est pas forcément une baisse du quotient intellectuel. Ok. Et la 5, déficience. Déficience physique. Alors là, de la mobilité. Motrice, tout à fait. Ouais, motrice. Donc là, ça va être tout les difficultés à pouvoir mouvoir, attraper, bouger les membres supérieurs et inférieurs. Déficience motrice, tout à fait. Et le 6? Ben là, il y a la tête qui va pas bien, là. Ouais, douleur. Alors c'est une sorte de morcellement qui pourrait se traduire par de la souffrance, ouais. Et c'est effectivement une déficience psychique. Donc on va retrouver les pathologies du quotidien, on appelle ça les névroses, hein, d'accord, l'obsession, certaines formes d'angoisse, de dépression, et aussi l'autre partie, donc les psychoses, qui vont être plutôt qualifiées par parfois des éloignements avec la réalité, pour faire simple. Donc là, on va retrouver la schizophrénie, la mélancolie, etc., les états limites et autres. Ok, on revient sur la 3 du coup. On va sur la 3. Qu'est-ce que tu vois sur le premier? Je sais pas, des problèmes d'allergie, peut-être. Ah ouais, c'est ça, ouais. Allergie. De démangeaisons, de problèmes lombaires dans le deuxième cas. Et le troisième, je sais pas, les problèmes cardiaques. Ouais, suite d'un, ouais, c'est ça, cardiovasculaire. Et du coup, ça, c'est la famille des maladies invalidantes. Ouais, d'accord. Donc là, on a les 6, avec leur définition. Et à ton avis, il y en a plus, il y a plus de personnes en situation de handicap dans quelle? Absolument aucune idée. Aucune idée? Non. Eh ben, étrangement, c'est le moteur. Quasiment une personne sur deux en situation de handicap va être plutôt sur la partie motrice, du coup, donc 45%. En deux arrivent les maladies invalidantes. Du coup, on a parlé tout à l'heure des allergies, on peut parler du diabète, la maladie de Crohn, la fibromyalgie, néphropathie, etc., etc. On a donné la définition de tout, sauf du polyhandicap. Alors, polyhandicap, ça représente 2%. C'est lorsque l'afférence, peut-être, arrive sur deux des familles qu'on a pu voir. D'accord. En termes de loi, du coup, en termes ouais, c'est ça. En termes de loi, cette loi du 11 février 2005 apporte aussi, on l'appelle souvent la loi des 6%. C'est pour ça que je balbutie. On l'appelle aussi la loi des 6%, puisqu'elle apporte une contrainte, on va dire ça, pour les entreprises, une obligation pour les entreprises d'embaucher 6% de travailleurs en situation de handicap. Souvent, on l'entend comme étant la loi des 6%. Le contexte législatif, ça c'est celui de 2005, donc ça s'appliquait seulement aux entreprises de moins de 20 salariés en équivalent temps plein. Ça a donné lieu à une déclaration au mois de mars, une déclaration d'obligation d'emploi de travailleurs en situation de handicap. D'accord? Et si vous n'étiez pas à vos 6%, en fait, vous contribuez en fait fondamentalement à l'emploi de personnes en situation de handicap en versant une contribution financière. D'accord? Donc on a changé la définition, le principe de compensation, et arrive aussi cette partie-là un peu plus cette obligation d'emploi pour les entreprises. Alors j'ai mis des petites étoiles parce que ça a changé. La dernière loi date de 2005, mais en revanche, il y a des décrets en 2019 pour application 2020 qui sont venus redonner aussi un petit peu de nouvelles données. En fait. En somme, il n'y a plus de déclaration d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés puisque ça a été simplifié par la mise en place de la déclaration sociale nominative en fait pour les entreprises. Donc du coup, il n'y a plus ces papiers à remplir en fait pour le mois de mars. Il n'y a plus qu'un seul interlocuteur unique, c'est-à-dire que c'est maintenant l'URSSAF qui va directement récupérer la contribution et la verser à la GFIP. Donc la GFIP, c'est l'association de gestion des fonds pour l'insertion des personnes en situation de handicap. D'accord? Donc c'est elle qui va collecter, en fait, notamment l'un de ses rôles, c'est de collecter toutes ces contributions-là et de les reverser
d'accord, aux diverses entreprises qui en font la demande, d'accord, des fonds pour contribuer à l'insertion. Donc toutes les entreprises contribuent fondamentalement à l'insertion des personnes en situation de handicap. Il existe donc l'AGFIP, c'est pour le secteur privé, et il existe le FIPHFP qui est la même chose pour le secteur public. Voilà. Nouvelle chose en 2019 aussi, la comptabilisation de l'ensemble des formes d'emploi, c'est-à-dire que dès qu'une personne en situation de handicap va passer 1 heure, j'exagère, mais 1 heure dans votre entreprise, elle va être comptée, d'accord, dans votre obligation d'emploi. Donc ça, c'est une nouveauté aussi. La valorisation aussi des seniors handicapés. Donc, on considère qu'une personne à temps plein, une personne en situation de handicap qui travaille à temps plein représente une unité bénéficiaire, on appelle ça comme ça. Donc, une personne à temps plein égale 1, sauf pour un cas précis, pour les seniors de plus, donc pour les personnes de plus de 50 ans en situation de handicap, elles vont compter, non pas pour 1, mais pour 1,5 dans le calcul des bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Enfin, il y a aussi des dépenses déductibles, ok, dans votre contribution. Donc, quand vous réalisez des travaux qui favorisent l'accès aux locaux pour les personnes en situation de handicap, les moyens humains, techniques ou organisationnels qui permettent de compenser le handicap d'un salarié dans l'entreprise, les dépenses pour les sensibilisations, formations au handicap, ou les coûts des prestations d'accompagnement dans l'emploi, du coup, qui sont assurés par des organismes extérieurs, type associations, EASAT, cabinet d'accompagnement et autres. Ça, vous pouvez le déduire directement de votre contribution. Et enfin, une chose qui a changé aussi, c'est le recours à la sous-traitance. Donc, avant le système, pour essayer de faire simple, avant, lorsque vous avez recours à la sous-traitance du secteur adapté, il transposait le travail réalisé en unités bénéficiaires, et donc du coup ces unités bénéficiaires comptaient en plus de votre emploi direct, et on calculait la contribution ensuite. Désormais, seul compte d'accord, l'emploi direct des personnes en situation de handicap. En revanche, il y a une déduction de la contribution due, d'accord, à la suite de ça. Ok, ça va ça? C'est très clair. Okay. C'est très clair. Et, des petites choses aussi qui ont changé, les 6%, l'État se réserve le droit du coup de pouvoir bouger cette règle des 6%, d'accord, de pouvoir la faire évoluer en fonction du contexte, en fait, en fonction de l'évolution aussi des évolutions en fait d'emploi en fait et de présence de personnes en situation de handicap. Voilà. Donc demain, ça peut être 7, demain, ça peut être 6, demain, ça peut être 5 aussi. Ça peut changer. Une durée limitée pour les accords agréés. Donc là, pour les accords agréés handicap, on est limité à 2 accords depuis 2020. Donc encore maximum 6 ans, en fait, du coup, pour les accords agréés. C'est 3 ans par accord agréé handicap. Une obligation d'avoir un ou une référente handicap pour les entreprises de plus de 250 salariés, donc d'avoir quelqu'un qui est en charge du développement de cette politique-là. Et enfin aussi une évolution au niveau de la RQTH, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, à savoir que maintenant elle peut être délivrée à vie. Voilà, avant elle était limitée, donc elle était toujours limitée dans le temps. En moyenne 3, parfois 5 ou 7, d'accord. Et désormais, depuis 2019, elle peut être donnée à vie. Alors, cette reconnaissance, du coup, elle est gérée par les MDPH, du coup, qui sont venus remplacer notamment les COTOREP, les maisons départementales des personnes handicapées. Cette reconnaissance, c'est toujours, donc vous allez avoir les deux terminologies, hein, RTH ou RQTH, d'accord, en fonction du mois de l'année, il y en a une qui se voit plus que l'autre. C'est toujours une démarche individuelle et personnelle, d'accord, qui se fait auprès de la MDPH de votre lieu d'habitation. C'est important de souligner votre lieu d'habitation. Je vous dis pourquoi après. Et du coup,
elle est, du coup, la reconnaissance est délivrée par le CDAPH, donc anciennement aussi Cotorep, qui était affilié à la Cotorep, qui est la Commission des droits de l'autonomie des personnes en situation de handicap. Alors, il fait peur, ce dossier, c'est un dossier CERFA, d'accord, qui est assez conséquent physiquement, puisqu'il recouvre tout ce qui concerne le handicap, d'accord? Donc, si vous voulez une carte d'invalidité, s'il y a une demande de l'AAH, si vous voulez une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, si vous avez un enfant en situation de handicap, c'est le même CERFA. Donc, c'est un CERFA qui fait une trentaine de pages, mais vous n'avez jamais à tout remplir, d'accord? Du coup, ce dossier, si vous avez bien compris du coup la définition dont on a parlé, donc il se retire, ce dossier il se retire en ligne ou à la MDPH de votre lieu d'habitation toujours. Il y a deux parties à remplir, vous avez compris avec la définition, une partie médicale et une partie qui va plutôt être la partie dite administrative, qui va en fait renseigner la partie situation. Dans quelle situation je me sens en désavantage, en difficulté, mon incapacité, elle se trouve là, j'ai de la difficulté à réaliser telle tâche, etc. Donc on va remplir ces deux parties-là, donc avec une partie médicale et donc une partie administrative, dont un encart important qui s'appelle le projet de vie, qui permet de renseigner cette situation. Et ensuite, vous renvoyez le dossier à la MDPH, je le souligne une dernière fois, de votre lieu, de votre département d'habitation. C'est hyper important. Il est étudié du coup par la commission d'experts, d'accord, par la commission d'experts du travail, le CDAPH, qui délivre ensuite du coup une notification à votre endroit et particulièrement à votre domicile, d'accord. Il n'est pas envoyé à une entreprise, il n'est pas envoyé dans votre famille, il vous est envoyé à vous directement. Alors pourquoi j'ai souligné département d'habitation beaucoup? Parce que il y a un délai qui est assez variable en fonction des régions, mais qui prend entre 3 et 10 mois en fait. Entre le moment où vous redéposez votre dossier, vous recevez une notification de la MDPH, d'accord? Et il y a 3 à 10 mois entre le dépôt et la notification que vous recevez chez vous, d'accord? La reconnaissance qui vous est attribuée. Donc cette reconnaissance, d'accord, il n'y a pas de mention, c'est important de le dire, il n'y a pas de mention médicale dedans. D'accord, on y retrouve parfois les restrictions d'aptitude potentielles. Si je ne peux pas soulever de poids de plus de 10 kg, c'est là que ça va être marqué. Et il va être spécifié la durée, en fait, hein, et c'est tout. Voilà. J'ai fait le tour là-dessus. Avant, ça c'est quelque chose que j'ai laissé, bien anticiper les renouvellements. Alors c'était vrai, et maintenant on a changé le papier CERFA. Je vous ai mis le petit visuel là-haut. Maintenant c'est plus le format, le CERFA marron, assez triste. Maintenant, grâce à ce CERFA-là, en fait, les renouvellements sont facilités. Avant, on devait refaire en fait la même procédure, donc il fallait réanticiper quasi 6 mois à l'avance pour refaire son dossier, etc. Ok. Donc ça, et pour rappel, du coup, hein, toujours démarche volontaire, individuelle et confidentielle. Ok. Personnes qui peuvent vous aider, en tout cas dans la démarche pour remplir cette partie, cette reconnaissance. Il y a le chargé de mission handicap, si vous en avez un ou une chargée de politique handicap, d'accord, en interne. Si vous avez des référents, donc nous, des relais terrain handicap qui sont formés, les instances représentatives du personnel, notamment le CSE, ou les services RH, ils peuvent aussi vous aider, en tout cas dans cette partie-là. La médecine du travail, on a bien compris, la médecine du travail, le médecin généraliste et le spécialiste, on a bien saisi leur rôle. Vous avez aussi des conseillers dans les MDPH, les assistants et assistantes sociales du CCAS, et puis aussi il y a toujours la CARSAT, hein, d'accord, pour la partie, c'est elle qui va délivrer le médecin thérapeutique, enfin voilà, il y a toujours la prévoyance, etc. Ok. Ça va là-dessus. Et c'est quoi l'intérêt de se faire reconnaître travailleur handicapé? Alors, il y a plusieurs intérêts. Il y en a. Hop. Alors, l'idée, c'est de pouvoir, du coup, une fois qu'on a la reconnaissance, de déclencher par l'obligation de compensation une étude, en fait, d'accord, une étude de poste à laquelle, du coup, un ergonome va se rendre pour observer
le travail, échanger avec vous sur les difficultés qu'il peut y avoir à réaliser telle ou telle tâche et jouer et faire marcher il y a plusieurs cordes à son arc, j'allais dire que jouer tellement, mais plusieurs cordes à son arc, à savoir adapter soit la situation de travail en matière d'organisation du temps de travail ou du collectif de travail, aménager vraiment le poste. Donc là, c'est des achats de matériel spécifique, c'est la création aussi de matériel spécifique. D'accord. Ça sert aussi, du coup, la reconnaissance à pouvoir faire adapter les formations, d'accord? S'il y a une personne qui a des difficultés d'audition, il y a une obligation de pouvoir traduire, par exemple, si c'est une formation, de pouvoir traduire ce que je suis en train de vous raconter avec de la langue des signes ou quelque chose, ou de la vélotypie. Ça permet aussi de déclencher des aides individuelles. Donc là, je parle toujours, par exemple, pour les achats de prothèses. On sait que les prothèses auditives, c'est quelque chose qui est très onéreux. Lorsqu'il y a une reconnaissance, il n'y a quasiment pas de reste à charge. D'accord? Donc, voilà. Donc il y a les prothèses, j'ai mis fauteuil, aménagement de véhicule, etc. Il y a des aménagements de fin de carrière, donc ça c'est plus vrai depuis 2017, en tout cas pour les reconnaissances d'après 2017, mais il y a un décompte favorable des trimestres pour les personnes qui sont en passe de partir à la retraite, les personnes en situation de handicap qui partent à la retraite. Et de manière générale, de toute façon, la reconnaissance, elle permet vraiment d'anticiper et donc aussi de mieux vivre les contraintes qui sont liées à la situation et au état de santé. Ça va? Très bien, merci. Quelques petits exemples. Du coup, j'ai mis là avec une table à mémoire de hauteur, voilà, qui permet de travailler dans 3 positions différentes, un fauteuil dit ergonomique, sous-entendu avec beaucoup de réglages potentiels, la langue des signes française, le système qui permet de faire porte-document et de relever aussi son ordinateur portable, qui permet de garder à vue son écran et de l'avoir, de ne pas souffrir au niveau vertèbre cervicale. Une petite souris verticale, un bras articulé pour supporter du coup le poids, par exemple quand on a des douleurs sur la coiffe d'épaule, etc. Ça permet de ne plus avoir en fait à supporter le poids du bras et de pouvoir réaliser des mouvements. Une aide à la lecture et Zoom Text, bon c'est un exemple, hein, mais c'est un logiciel qui permet en l'occurrence de pouvoir agrandir ce qu'il y a sur votre écran. 3 grands principes autour du handicap, en tout cas, à garder en tête absolument. 3 choses qui régissent le handicap au travail. Donc, c'est le principe de compensation, ça je vous ai expliqué. Hein. Donc, une fois que vous avez en tête la bonne définition de ce qu'est une situation de handicap, ben, l'obligation de compensation, c'est l'obligation de venir neutraliser ce désavantage qui est créé par la situation de handicap. Et donc, du coup, on peut travailler sur quoi? On peut travailler, comme je vous l'ai dit, sur le poste, les outils, l'environnement, l'organisation de manière générale, etc. Le deuxième grand principe, c'est le principe de non-discrimination. Le handicap, ça fait encore partie du top 4 des critères de discrimination. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Je vous ai mis la définition et les critères qui sont associés pour la loi de 2008. Et enfin aussi, le principe de confidentialité et de secret médical, c'est-à-dire que aucune mention de pathologie, en fait, ne doit avoir lieu. Hein. La pathologie, c'est quelque chose qui reste confidentiel et tenu au secret médical. Alors, pourquoi on dit ça comme ça à brûle pour point? C'est aussi parce que lorsque le salarié va se confier, la proximité par rapport à l'histoire qui peut être racontée, elle peut amener à aller chercher ce genre d'informations. D'accord? En l'occurrence, ça ne nous aide pas en fait de savoir quelle pathologie est derrière ça. On va toujours passer plutôt par les conséquences, à savoir, voilà, est-ce qu'il y a des restrictions d'aptitude, est-ce qu'il y a des adaptations qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser telle ou telle mission. D'accord? C'est aussi
c'est aussi quelque chose qui est à utiliser pour les personnes qui recrutent notamment. D'accord? On peut pas. J'ai une petite question. Qui nous donne justement les restrictions d'aptitude? Les restrictions d'aptitude, elles sont spécifiées généralement dans la reconnaissance, lorsqu'il y a reconnaissance. D'accord. En dernier lieu, je vous propose de faire un petit tour des partenaires en fait, qui gravitent autour de cet écosystème du handicap au travail. Donc, on a vu le rôle important de la MDPH. Le support, il vous sera partagé. Du coup, je ne vais pas forcément tout lire, mais l'idée, c'est d'avoir en tête les différentes missions. Garder en tête surtout que c'est départementalisé. OK. Et donc, du coup, ils ont un site internet par MDPH aussi. On a en tête. La GFIP, du coup, hein, qui, comme je vous l'ai dit, ne fait pas que gérer les contributions des entreprises privées, d'accord, qui est aussi une grande porte d'entrée autour du handicap au travail, hein, d'accord. J'espère que vous êtes abonnés, en tout cas si le sujet vous intéresse, abonnés à leur newsletter. C'est eux aussi, d'accord, qui créent de la communication, des sensi, des formations, enfin c'est le financeur de plusieurs projets. Pendant les SEPH, ils sont aussi particulièrement actifs. Donc j'ai remis, hein. Et ils animent aussi des réseaux de professionnels, des prestations, des services des prestations, ceux qui allouent les aides, etc. La même chose du coup dans le public avec le FIPHFP. Pour le recrutement et l'intégration, du coup, désormais, on a toujours les Cap Emploi, du coup, qui ne sont plus, avant on disait c'était le pôle emploi des personnes en situation de handicap. En réalité, aujourd'hui, c'est bien plus que ça, puisqu'ils ont aussi, du coup, internalisé un service aussi de recrutement, d'accord, et travaillé sur la partie recrutement, et aussi sur la partie maintien dans l'emploi. On va le voir. Je les ai gardés pour vous. Toujours la possibilité aussi de travailler avec des chartes avec des universités, hein, d'accord, autour du handicap, toujours la possibilité. Le maintien dans l'emploi, du coup, le service du SAMET, d'accord, qui du coup fait partie du Cap Emploi, hein, désormais. Donc là, c'est le service de droit commun, les ergonomes qui vont se déplacer pour compenser la situation de handicap, en tout cas pour analyser et pouvoir compenser la situation de handicap. Font partie du SAMET. Donc ça, c'est le droit commun. Il existe des ergonomes aussi privés. Je vous ai mis un petit slide sur les ergonomes de chez nous. Et enfin, du coup, la sous-traitance sur les achats. Donc avec les établissements et services d'aide par le travail, anciennement les CAT, ou avec les entreprises adaptées. Il y a aussi toujours les TIH, dont on parle rarement, les travailleurs indépendants en situation de handicap, et puis les centres de distribution de travail à domicile. Merci Maxime, beaucoup d'informations, de termes à apprendre au cours de ce webinaire. Moi, ce que je retiens, c'est déjà la situation de handicap. On ne parle pas de personnes handicapées, on parle de situation de handicap. Et on voit également l'impact en entreprise avec les conflits potentiels parce qu'il y a une personne en souffrance d'un côté, il y a de l'incompréhension. Donc l'intérêt de travailler ce sujet et après de voir l'étendue des possibilités avec tous les acteurs autour de ce sujet du handicap. Je travaille pour le Cap Emploi en Île-de-France. Et je voulais vous remercier de l'intervention parce qu'en fait, vos mots étaient très justes. Et effectivement, c'est un combat de tous les jours. J'ai presque plus de mal aujourd'hui, moi, sur mon poste en tant que chargée de mission, à convaincre les entreprises plus que les potentiels futurs salariés, parce que c'est encore très tabou, le handicap. Et c'est surtout que c'est cliché. Donc ça a été super de souligner le fait que c'est 80% des personnes qui sont en situation de handicap qui sont absolument pas forcément visibles en fait. Et que voilà, c'était important de le dire et vraiment en espérant que ce genre d'intervention va pouvoir un petit peu libérer la parole et surtout mettre en confiance les employeurs. Donc merci pour ça.
Merci. Merci à vous. C'était le but, en effet, de s'adresser aux entreprises en général pour leur faire prendre conscience de l'importance du sujet. 50% des collaborateurs, c'est très important. C'est beaucoup de savoir-faire. Donc, ce serait dommage de s'en passer. Et donc, merci en tout cas de votre retour. Alors, j'ai cru voir. J'ai vu passer une question, on va la prendre en direct. J'ai cru voir sur le montant des sanctions. Alors, voilà. Donc la question. Alors, Jess, du coup, connaissez-vous les montants des sanctions suite au non-emploi de travailleurs handicapés? Alors, le principe de la loi, c'est de faire en sorte que l'ensemble des entreprises contribuent à l'emploi des travailleurs handicapés. Elles y contribuent pas toutes de la même manière, mais elles y contribuent toutes. Je vous explique. C'est-à-dire qu'on met l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés à 6%, d'accord, en équivalent temps plein. Pour les personnes qui n'ont pas, pour les entreprises pardon, qui n'ont pas les 6%, elles payent une contribution au prorata, d'accord, du nombre d'unités bénéficiaires. Je ne sais pas si j'ai été clair avec ça tout à l'heure, mais les unités bénéficiaires, donc c'est une personne en situation de handicap qui travaille à temps plein, compte pour une unité bénéficiaire, d'accord. Donc du coup, ma contribution, elle est toujours calculée au prorata des unités bénéficiaires qui va me manquer. Voilà. Donc du coup, il n'y a pas de réponse type à la question que vous me posez, du coup, puisque c'est toujours proratisé par rapport à ce que vous n'avez pas. Ce que j'ai oublié de dire aussi pendant la présentation, c'est que du coup, depuis donc l'obligation d'emploi, elle existe depuis 2005, ça vous l'avez bien compris. Et pour vous dire, aujourd'hui, dans le secteur privé, on est à peu près à 3,7 en moyenne. D'accord? Ça représente quoi? Ça représente en 2018, ça représente toutes les contributions des entreprises, ça je peux vous le dire, toutes les contributions des entreprises privées, en 2018, ça représente 400 millions. Ça représente 400 millions d'euros. Toutes les entreprises privées qui contribuent, ça représente à peu près 400 millions d'euros. Et la tendance sur l'emploi des personnes C'est plutôt le sujet est plutôt pris du coup. Alors comme je disais la personne qui est intervenue avant, c'est-à-dire qu'il faut toujours et encore sensibiliser les entreprises, hein, d'accord, sur pourquoi cette démarche, comment cette démarche aussi faire lever les stéréotypes. Mais la tendance, elle est quand même de faire en sorte, enfin, le handicap est de plus en plus pris en considération par les entreprises. Donc le taux général a plutôt tendance à monter. Donc 3,7 ou 8 dans le privé et presque c'est 5,8 pour le public de mémoire. Merci les entreprises ainsi que leurs employés. Deuxième commentaire de Jess. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre la parole directement, Jess. Donc, il fait remarquer que les entreprises aujourd'hui incitent leurs employés à se déclarer pour éviter d'embaucher et pour éviter d'avoir à faire de la compensation derrière, je suppose. Je suis pas tellement d'accord avec ça. Je pense que l'un ne prévaut pas sur les autres. Il y a toujours, Jess, de manière générale, une vision un peu stéréotypique, comme on l'a entendu tout à l'heure, toujours une vision un peu stéréotypique du mode commentaire en même temps. Et il y a toujours un problème, du coup, de stéréotype du handicap. Il y a toujours une vision un petit peu anciennement cotorep du handicap qui dure, etc., dans l'entreprise, de manière générale, d'accord? Donc, il faut continuer de sensibiliser sur ce qu'est le handicap depuis 2005. Et évidemment, comme vous l'avez compris, à partir du moment où on comprend que on peut être bénéficiaire, on peut être travailleur en situation de handicap pour quelques années et ne plus l'être par la suite. D'accord? C'est aussi ça, hein, d'amener de la compréhension.
ça peut permettre, enfin, voilà, aux personnes qui ont de la difficulté tous les jours à se dire, ah mais oui, mais je pourrais être reconnu et je pourrais compenser cette situation-là, je pourrais avoir des aménagements différents, des organisations différentes, etc., etc. Ceci étant, ça n'empêche pas de devoir embaucher, hein, d'accord? Euh, il faut ces deux choses complémentaires pour moi, de contribuer à faire en sorte que la vision claire et nette du handicap circule, passe et qu'elle soit partagée par tout le monde. Évidemment, ça permet aux personnes de prendre conscience que oui, ils sont en situation de handicap, que ça n'a pas forcément duré, mais que là, en tout cas, ils partagent ça. Et à côté de continuer d'embaucher et aussi du coup de modifier les process, de rendre aussi ces process de recrutement plus inclusifs. D'accord? Donc aujourd'hui, on parle de caractère handi-accueillant pour les entreprises. Est-ce que vous communiquez sur le fait d'avoir une mission handicap, de mener des actions en faveur du handicap? D'accord? C'est ça. Et alors, si je peux rajouter quelque chose ou un éclairage différent de ce que tu viens de dire, le handicap peut être aussi une force pour la personne. Si je prends mon cas personnel dans ma carrière précédente, où on employait des travailleurs en déficience mentale, hein, en ESAT, ces gens-là avaient au contraire une capacité de concentration et de répétition du travail qui était bien plus importante qu'un salarié qui ne souffrirait pas de ce type de handicap. Et ce handicap était plutôt une force pour eux parce qu'ils faisaient beaucoup moins d'erreurs que d'autres personnes. Donc, on peut aussi changer le regard sur la personne. J'aime bien le terme de situation de handicap. C'est pas forcément, enfin, tout n'est pas forcément un handicap réel dans l'entreprise. Non, au contraire. Et puis les études, elles tendent plutôt aussi à montrer que, que lorsqu'il y a un travailleur en situation de handicap qui intègre un environnement professionnel, l'équipe de manière générale est plus productive. Donc cette diversité, cette inclusion, elle amène en fait fondamentalement de la performance en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui on considère que le handicap, c'est vraiment c'est un vecteur de changement génial pour les organisations, pour les entreprises et pour les organisations. Parce que ça nous oblige de passer par le prisme en fait en l'occurrence de la situation, donc des conditions de travail pour justement pouvoir améliorer le personnage. Tout à fait. Alors, il y a quelques commentaires de Jess à nouveau concernant la bienveillance au travail, qui est toujours une bonne carte à jouer en situation de travail. Ça, c'est bien évidemment, hein, la bienveillance, c'est valable pour tous et c'est toujours une très bonne chose. Et que la bienveillance plus la patience plus la tolérance égale la performance. Oui, bien sûr. Pour avoir un collaborateur performant, pour avoir une entreprise performante, il faut que chaque collaborateur puisse exprimer tous ses talents au sein de l'entreprise et y compris les personnes en situation de handicap. C'est bien évident. Du coup, j'avais une question. Peut-être que vous pouvez nous orienter. Une entreprise qui souhaiterait être une entreprise handi-accueillante, est-ce qu'il y a des démarches administratives à effectuer? Il y a un label qui s'obtient? Comment ça se passe? Alors, il y a un label qui existe, je sais pas, je pense que c'est surtout donner de la visibilité sur, donner un peu de transparence sur les process. Il existe des labels, existe la charte de la diversité qui peut être signée. Donc ça, c'est un engagement public qui est à faire auprès du coup de la charte de la diversité. Vous écrivez votre propre charte, vous la publiez, vous pouvez du coup c'est quelque chose que vous pouvez apposer sur vos offres d'emploi ou quelque chose comme ça. C'est aussi en termes de communication, pour moi, je vous donne mon avis là-dessus, c'est de donner de la visibilité sur justement, est-ce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui porté par l'entreprise en fait. En termes de valeur, oui, c'est-à-dire sur votre site internet, mais aussi par des actions concrètes. Enfin, et voilà, est-ce que vous avez fait des sensibilisations, des formations? Est-ce que vous organisez, enfin voilà, tout type
d'événements autour du handicap au travail qui fait en sorte qu'en fait, on comprenne que le sujet est porté. Et enfin, après, la visibilité que vous pouvez vous donner aussi en tant qu'entreprise, c'est aussi de communiquer, par exemple, sur vos offres d'emploi, de communiquer avec des phrases, je sais pas, par exemple, enfin, sur le fait que justement il n'y a pas de sur le fait sur la non-discrimination quoi. C'est-à-dire sur le fait de traiter tous les CV avec le même niveau d'importance, que tout le monde est bienvenu, venez comme vous êtes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? De donner un petit peu de sens, le sens qui vous est propre derrière sur cette partie-là. D'accord. Ok, Je merci. ne sais pas si vous avez vu, récemment, j'ai vu passer une campagne de publicité de Decathlon, de communication, pas de publicité d'ailleurs, où les places, ils ont décidé sur les places handicapées, non plus de mettre le logo handicapé en fauteuil roulant sur les places de parking, mais de mettre des handicaps, voilà, des personnes handicapées, mais donc sur un fauteuil roulant en train de jouer au tennis ou en train de jouer au basket ou au tir à l'arc, pour montrer que la personne handicapée pouvait également être une personne sportive avant tout, et donc de communiquer de cette manière-là. Donc je pense que c'est aussi un moyen de changer le regard vis-à-vis des clients de Decathlon, ou de faire en sorte que les personnes en situation de handicap sachent que le Decathlon sera accueillant vis-à-vis d'eux. Donc je pense qu'il y a 1000 manières de se montrer handi accueillant. Ils sont très forts. Ils sont très très forts, Decathlon, pour ça, pour toute Voilà, cette partie-là, donner de la visibilité et puis réussir à faire oublier aussi que effectivement le handicap c'est pas que du fauteuil quoi, d'accord? Et les personnes qui sont en fauteuil, ils représentent à peu près 4% de la population en situation de handicap, d'accord? Ça veut dire que il reste autour de ça 96% un panel bien différent de ce qu'est le handicap. D'accord? Et retenez qu'à 81%, je suis incapable de savoir en vous voyant de prime abord, de savoir si vous êtes en situation de handicap. Voilà.